Je me présente, je m'appelle Cyril Fiorini, je suis salarié de l'association Sciences Citoyennes. L'association Sciences Citoyennes donc, a 20 ans et c'est un acteur qui intervient depuis 20 ans sur cette thématique du dialogue sciences-société avec pour objet de travailler à l'appropriation citoyenne et démocratique des sciences et des technologies, pour faire très court parce que je ne vais pas vous expliquer 20 ans d'existence. L'idée, c'est de donner ou redonner le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes sur les sciences et les technologies. Et pour faire très court, pour briser le monopole des scientifiques et technocrates sur les sciences et les technologies. Voilà. Par ailleurs, je suis aussi chercheur associé maintenant au laboratoire Histoire des technosciences en société au CNAM, puisque j'ai soutenu une thèse et en mars 2023, ici même, enfin au CNAM, qui portait sur les pratiques de coproduction des savoirs, c'est-à-dire les collaborations entre chercheurs et acteurs associatifs, collaborations qui se déroulent tout au long d'un processus de recherche scientifique, à toutes les étapes. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur 3 études de cas dans le champ de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. Voilà, pour faire très court. Donc nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle table ronde qui a changé récemment et qui s'intitule Les actions SAPS dans l'enseignement supérieur et la recherche, comment prendre en compte les mutations sociétales et les menaces croissantes. Donc vous l'aurez compris, ce matin, cette table ronde a été récemment créée sur la base de 2 précédentes tables rondes. Donc on va co-construire tous ensemble cette table ronde, puisque la préparation a été très très limitée pour l'organiser, cette table ronde. Et j'ai donc le plaisir donc de pouvoir présenter 4 intervenants et intervenantes qui vont nous présenter d'où ils parlent et du coup nous présenter pendant quelques minutes leurs travaux et positionnements sur ce questionnement qui est bien sûr trop large pour qu'on puisse le traiter de manière exhaustive lors de cette table ronde, mais en tout cas nous apporter une contribution donc sur cette thématique de la table ronde. Et donc je leur laisserai jusqu'à à peu près une dizaine ou une douzaine de minutes maximum. Et ils se sentent plus à l'aise, moins, c'est possible aussi. En tout cas, l'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir sur la base de leur contribution en échange entre elles et eux, mais aussi avec nous dans la salle. Donc l'enjeu, ce sera celui-là. Et donc, je vais les présenter très rapidement, trop rapidement. N'hésitez pas à compléter, voire à corriger certains éléments de présentation. Donc, nous allons entendre Cécile Raffos, donc chargée de projet Sciences avec et pour la société de l'Université de Lorraine. Elle est diplômée du master donc médiation, sciences techniques et innovation en société du CNAM. Voilà, nous allons aussi entendre Tarek Raissi, donc qui est professeur des universités au CNAM, membre de l'équipe traitement du signal et architecture électronique au sein du laboratoire Cédric, donc le centre d'études et de recherche en informatique et communication, et président du conseil scientifique du CNAM. Nous entendrons également donc Philippe Durance, professeur du CNAM, chercheur au laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, le LIRSA. Il est directeur donc, du département innovation du CNAM et aussi titulaire de la chaire de prospective et développement durable des entreprises, des territoires et des réseaux. Et également, nous entendrons donc Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture de l'Université de Lorraine et chargé de mission Sciences avec et pour la société de l'Université de Lorraine. Il est vice-président de l'AMSTI, en charge des relations avec l'enseignement supérieur et la recherche, donc l'AMSTI, Association des métiers et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, qui est un réseau national des professionnels des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Comme on a tout bien préparé, comme depuis le début de cette journée, il n'y a pas d'ordre. Mais puisque le premier objet du titre, c'est le label SAPS, peut-être que je peux vous laisser d'abord introduire. Alors voilà, ça vous sentez à l'aise, Nicolas, pour introduire, pour commencer? Alors, Science avec et pour la société, comme vous le savez, on est dans un contexte où, lors de la loi de programmation de la recherche en 2021, Frédéric Vidal a mis en place une feuille de route autour de cette thématique, en incitant notamment les universités à s'impliquer fortement dans cette thématique-là.
Je vais quand même revenir un petit peu en arrière pour préciser qu'avant cela, il y avait déjà toute une série d'actions, une série d'activités de gens engagés et d'établissements qui avaient évidemment cet axe médiation scientifique, culture scientifique et technique, peu importe comment on l'appelle, déjà dans le viseur. Heureusement, d'ailleurs. On n'a pas commencé en 2021, mais cette feuille de route, en tout cas, Sciences avec et pour la société, ce label qui est décerné à un certain nombre d'établissements aujourd'hui, a permis d'inscrire dans la loi quelque chose qui marque beaucoup plus l'engagement des établissements et qui amène aussi un certain nombre de reconnaissance de l'implication des acteurs, à la fois des institutions et évidemment à la fois des chercheurs eux-mêmes. Il y a un volet vraiment reconnaissance de l'implication, hein, je cite, valoriser et encourager l'engagement de la communauté scientifique dans la médiation scientifique. C'est au niveau des carrières, évidemment, au niveau des médailles qui sont décernées, au niveau de la valorisation interne aussi qui est encouragée pour doctorants, chercheurs qui s'impliquent dans ce type d'activité. Alors, il ne faut pas prendre la question science avec et pour la société uniquement avec cette carotte, j'allais dire, qu'on promet aux enseignants-chercheurs ou chercheurs, doctorants qui s'impliqueraient. Ça ne suffit pas. Il faut reconnaître aussi que globalement, pour faire ce métier depuis plus de 20 ans maintenant, il y a quand même assez peu de récalcitrants, il y a peu de résistance hein, quand on propose à quelqu'un de faire une conférence, d'intervenir dans un atelier, de venir face à une classe, d'écrire un article ou autre. Généralement, ça marche. Hein, les gens sont partie prenante. La communauté scientifique a compris qu'elle avait un rôle à jouer dans ce domaine, et c'est tant mieux. Et donc aujourd'hui, on vient institutionnaliser cela en marquant les choses de manière un peu plus explicite dans les projets d'établissement, dans les projets stratégiques quand on parle de recherche, et c'est vraiment une très bonne chose. Donc voilà un peu derrière ce qui se cache, ce qui se cache derrière les actions Sciences avec et pour la société. Vous avez dans aujourd'hui la plupart des établissements universitaires français un vice-président ou un chargé de mission qui a été nommé pour mettre en avant la politique autour de ces questions de relations sciences-société, un réseau qui s'est formé aussi au niveau national. Et cela vient compléter finalement les dispositifs existants. On parlait de l'AMSTI à l'instant, association qui existe depuis plus de 40 ans, avec des acteurs de médiation qui sont aussi diversifiés, hein, comme vous le savez, que des musées, des centres de sciences, des MJC, des associations, des bibliothèques, et j'en passe un certain nombre. Mais les acteurs de la recherche ont bien un rôle à jouer complémentaire qui vient finalement continuer à mailler ce territoire des acteurs culturels où on peut imaginer que les collaborations seront d'autant plus fructueuses qu'elles sont nombreuses. En quelques mots sur le rôle des universités, qu'est-ce qu'on attend des universités sur les territoires? Il y a un rôle d'interface en fait qui est extrêmement important dans les universités et centres de recherche. Évidemment, c'est là que se fait la recherche. En grande partie, les liens existent déjà avec les collectivités, avec les entreprises, avec l'enseignement secondaire, avec des acteurs culturels. Et finalement, dans le domaine sciences avec et pour la société, on vient demander aux établissements de jouer davantage ce rôle d'interface parce qu'on a une forme de force de frappe, on a la possibilité de toquer à pas mal de portes. Et voilà, j'entendais tout à l'heure Sylvane Casadémont parler justement du rôle de la sensibilisation des élus, des décideurs locaux. C'est un axe extrêmement important. On est en contact sur les territoires avec des décideurs locaux, alors au niveau des régions, des collectivités, des métropoles, des départements. Et c'est extrêmement important d'aller aussi jouer ce rôle-là. Et on le fait à travers un exemple que je vous donne, un travail de formation et d'accompagnement auprès de décideurs locaux qui est réalisé dans le cadre du label SAPS à l'Université de Lorraine. Notre objectif dans ce cadre-là, c'est bien, alors c'est pas d'amener la science en disant voilà comment ça se passe, regardez comment on est bon, mais vraiment de dire il y a des problématiques locales, comment les sciences peuvent apporter, enfin, comment les sciences et la recherche peuvent apporter un regard sur ces problématiques et comment on peut construire ensemble une forme de réponse et essayer en tout cas de déblayer un peu le terrain, non pas pour dire voilà les réponses, mais plutôt essayer vraiment de mettre en place un débat et de construire ensemble des réponses extrêmement collectives. D'autre part, sur la partie doctorants et chercheurs, qui sont les publics qu'on a un petit peu sous la main dans les universités,
J'ai un message fort à faire passer, c'est l'idée que globalement, ces acteurs de la recherche, quand on parle de médiation scientifique, souvent ils savent pas trop faire. C'est pas leur métier et c'est normal. Il y en a un certain nombre, qui, évidemment, pratiquent activement et qui sont très bons, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dès qu'on veut mobiliser de manière plus massive la communauté des anciens chercheurs ou des doctorants, c'est pas parce qu'ils enseignent qu'ils sont forcément capables de faire de la médiation scientifique. Donc il faut aller au-delà, il faut les accompagner. Et là, il y a un rôle extrêmement important aussi des institutions pour, continuer à aider à maîtriser certains outils. On voit des formations passer, hein, dans plein de domaines, mais aussi sensibiliser aux enjeux de la médiation des sciences, aux attentes des publics, sensibiliser à un certain nombre de risques potentiels qu'il peut y avoir. Je donne l'exemple de doctorants qui se sont lancés un peu naïvement sur Twitter au moment de la question des vaccins, etc., du Covid. Il y en a qui se sont pris des claques, hein, ça a été assez violent. Et donc là aussi, il faut essayer d'être capable de comprendre comment tout ça fonctionne pour ne pas tomber dans des pièges. Non pas qu'on doive se refermer sur soi-même quand on s'est pris ce genre de claque, mais plutôt essayer de comprendre ces rapports science-société, notamment à travers ces nouveaux médias, pour ne pas se fermer et tenter d'être dans une logique où on voudrait convaincre, parce que c'est là aussi que ça peut devenir extrêmement complexe, voire dangereux. Donc, c'est important de sensibiliser ces chercheurs et doctorants, et puis plus globalement toute la communauté scientifique, hein. Un ingénieur dans un laboratoire a aussi un rôle à jouer quand on fait une visite, par exemple, mais il faut les préparer. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, je pense, parce que ça permettra déjà de lancer un petit peu le débat sur un certain nombre de sujets. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Beck. Est-ce que un autre intervenant, une autre intervenante souhaite enchaîner? Oui, Tariq Reissi, c'est bon pour vous? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Claude pour cette invitation. Je pensais être parmi les invités pour suivre la journée. Puis j'ai fait une erreur, j'ai appuyé sur un lien, j'ai trouvé l'ordre du jour, j'avais mon nom à côté de celui de Philippe Durance. Je me suis posé la question, je suis professeur d'automatique, je dis ce que je ferais une petite leçon d'automatique, entre guillemets, vulgariser serait une bonne chose, puis avoir votre retour, puisqu'en automatique, en général, on ne sait pas faire, en fait, vulgariser, on ne sait pas faire. La preuve, c'est qu'on a de moins en moins de jeunes qui suivent nos disciplines, alors que c'est une discipline qui peut être très passionnante. On peut expliquer, par exemple, un rendez-vous entre une sonde spatiale et puis un engin pour la récupérer, c'est de l'automatique. Une sonde, c'est de l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et avoir ce rendez-vous, on sait, on calcule, on sait à quel instant, de manière précise, et puis ça marche tout le temps, ça marche. C'est de l'automatique, c'est de l'asservissement, c'est des régulations. On peut expliquer ça aux jeunes, on peut vulgariser, mais on ne le fait pas, peut-être on ne sait pas faire. Je me suis dit peut-être Jean-Claude voulait me challenger, entre guillemets, pour faire un cours de thématique devant vous, et puis après, je suis évalué. J'ai l'impression que non, Jean-Claude, c'est pas ça. Et puis, pour rencontrer Philippe Durance, j'ai l'impression que c'est pas ça non plus, parce que je vais poser la question à Philippe, il m'a dit que non, ce n'est pas l'objectif. Alors, je suis un enseignant-chercheur, je pense que je suis invité là, peut-être en tant qu'enseignant-chercheur et pas en tant que président du conseil scientifique. Non, Jean-Claude? Très bien, très bien. Il est brillant, Jean-Claude, toujours. Alors, un président du conseil scientifique, je ne sais pas en fait clairement, hein, par rapport à nos textes, quel est le rôle du président du conseil scientifique au CNAP. Je suis un cumulard dans le temps, dans la durée, puisqu'un deuxième mandat. Mais franchement, je ne sais pas, puisqu'on ne pèse pas vraiment sur la politique scientifique de l'établissement. C'est comme cela, puisqu'il y a une redondance entre les adjoints, les instances. Ce n'est pas clair, hein. Cette histoire n'est pas claire. Donc, je vais plutôt assumer mon rôle d'enseignant-chercheur. Chercheur, puisqu'il m'arrive de publier un certain nombre d'articles dans de très bonnes revues,
tous les ans et puis enseignant, puisque j'adore aussi enseigner même si j'enseigne de moins en moins. Alors, notre collègue a parlé du rôle du scientifique. Peut-être je vais commencer par cela. Comme tout le monde pourrait le dire, c'est apporter des connaissances, voilà, élargir l'état de nos connaissances, préparer, peut-être rédiger des rapports, et on le fait régulièrement, rédiger des rapports pour les pouvoirs publics, mais aussi aller vers le grand public, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai donné un exemple. Moi, j'estime dans ma discipline qu'on ne le fait pas assez. Mais maintenant qu'on nous le demande, que ce soit dans des projets de recherche, les projets ANR, les projets européens, on nous impose un volet diffusion de la culture scientifique. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais au-delà aussi, pour l'avancement de nos carrières aujourd'hui, il y a un point, c'est diffusion de la culture scientifique. Et qu'est-ce qu'on sait évaluer comme la production scientifique, hein, en tout cas dans ma discipline, c'est un point parmi les autres, comme la production scientifique, l'engagement dans des responsabilités collectives. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose de L'idée, c'est que de ne pas garder ces connaissances dans nos laboratoires, que ce soit dans ma discipline, mais dans d'autres disciplines. On a pas mal de connaissances, d'expertise scientifique, mais qui restent quand même au sein de notre communauté dans le laboratoire. Donc, je pense diffuser cette culture scientifique, nous imposer la diffusion de cette culture scientifique va dans le bon sens. Alors, ce matin, donc, dans la première table ronde, on a parlé de changement climatique. Souvent, en fait, l'exemple qui est revenu. Donc, je veux pas revenir sur ce point, peut-être parce que je prends aussi l'avion pour la Chine, dans l'extrême nord-est en Chine, là, ce week-end, samedi, le même jour que notre collègue. Donc, je vais éviter de parler, mais parce que ben voilà, c'est l'exemple qu'on évoque régulièrement et qu'on a utilisé ce matin. Je vais plutôt parler d'informatique, puisque ma discipline, le thématique, c'est de l'informatique, c'est de la physique et les mathématiques appliquées. Alors, il y a des sujets très importants. En fait, la menace, quand on parle de menace, de rupture, on parle de transition numérique. Moi, je pense qu'il y a plutôt une rupture numérique. C'est un sujet très important sur lequel on travaille dans l'industrie aujourd'hui, dans nos projets de recherche. La plupart de nos projets de recherche aujourd'hui, c'est sur les cyberattaques, sur les systèmes cyberphysiques. Aujourd'hui, on n'est pas prêt dans l'industrie, peut-être on n'en parle pas trop, mais il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus d'usines arrêtées à cause de cyberattaques. Donc, c'est un problème, je ne sais pas, on ne va pas comparer, mais c'est aussi important peut-être aujourd'hui pour le citoyen que le changement climatique. On parle aussi, il y a souvent aujourd'hui à la télé, c'est plus, en fait, on communique plus sur des hôpitaux. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux, hein, il y a des hôpitaux complètement arrêtés à cause de cyberattaques. Et donc, c'est des vrais problèmes. Donc, aujourd'hui, ben, voilà, on peut parler plutôt de rupture numérique qui touche le citoyen. En fait, qui touche le citoyen. Je pense que c'est aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs, aux enseignants d'aller expliquer, vulgariser ces problématiques. Alors, je parle de sécurité, de cyberattaque, mais on peut aussi parler de la quantité de données aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, on est confronté à l'utilisation de données. J'ai trouvé sur Internet il y a quelque temps, dans des rapports, une estimation de la quantité de données en 2018, c'est 33 fois 10 puissance 21, ça veut dire 33, et on met 21 zéros à droite de bits, c'est la quantité de données en 2018. Alors, si on essaie de graver l'ensemble de ces données sur des DVD et on met les DVD l'un à côté de l'autre sur une ligne droite, ça fait à peu près 330 000 km. En fait, c'est la distance entre la Terre et la Lune. C'est les données qu'on avait en 2018. Et on estime qu'en 2025,
Ben, c'est 5 ou 6 fois plus. Ça veut dire avec des DVD, des données, on met les données les unes à côté de l'autre sur des DVD. On peut faire à peu près 3 allers-retours vers la Lune. Donc, c'est la quantité de données. Et là, c'est la vie du citoyen tous les jours. Ça va de déclaration des impôts aujourd'hui. Imaginez qu'une personne qui n'a jamais étudié de l'informatique, aujourd'hui qui est obligée de déclarer, ou bientôt qui sera obligé de déclarer ses impôts en ligne, sinon on ne peut pas faire autrement, il n'y aura plus de papier. Donc, c'est des vraies problématiques pour le citoyen. Et donc, le rôle des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des enseignants, c'est d'aller expliquer, surtout de vulgariser ces outils. Ce matin, on a parlé de sciences. Je ne sais pas si l'informatique et l'automatique, c'est des sciences. Et entre la science et la technologie, c'est peut-être moins noble que la science, mais on utilise quand même la science pour développer des outils qui touchent à la vie du citoyen. Et je pense que c'est le rôle de l'enseignant-chercheur d'aller expliquer. C'est ce qu'on fait au CNAM, hein, mais on peut le faire un peu plus pour expliquer ces problématiques pour les citoyens. Ben, je parlais d'informatique, de données, puisque c'est ce que j'utilise tous les jours dans mes activités de recherche, mais on peut peut-être élargir un tout petit peu le débat. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce que Cécile Rapoz veut prendre la parole? C'est bon pour vous? Oui, alors il n'y a pas forcément un pont direct avec l'interlocuteur précédent, mais je vous présente très rapidement pour que vous compreniez d'où je parle. Donc, je suis effectivement très nouvellement diplômée du Master MSIS cette année, et j'ai réalisé en fait mon mémoire et mon stage au sein de l'Université de Lorraine qui m'a accueillie. Et au travers de ce mémoire, j'ai voulu faire un pont entre deux mondes que Jean-Claude nous présente séparés, et c'est le cas en France, c'est-à-dire le monde d'un côté de l'innovation, de la valorisation du transfert techno, qui a été ma vie d'avant pendant plus de 25 ans, au travers en industrie, mais aussi en centre de transfert, dans un Carnot, et puis le monde de la médiation, et du lien science-société. Et donc, je me suis intéressée à cette nouvelle stratégie science avec et pour la société, qui est relativement récente, hein, annoncée en 2021. Et avec l'Université de Lorraine, on souhaitait se poser la question du lien aux entreprises. Donc, comment on pouvait intégrer les entreprises, le monde économique, à cette démarche science avec et pour la société. Donc, j'ai réalisé un travail cette année sur ce sujet-là, en essayant de voir que l'université était déjà en lien avec les entreprises, mais sur d'autres aspects, donc dans beaucoup d'aspects. Donc, la partie valorisation de la recherche, transfert de la recherche, avec la recherche partenariale. Donc, je parlais des Carnot, donc c'est des instituts qui sont dédiés à ce développement-là. L'université, elle est déjà aussi en lien avec les entreprises au travers des formations, que ce soit les formations initiales, elles sont très présentes dans les écoles d'ingénieurs, elles sont présentes dans le long life learning, donc la formation tout au long de la vie. Mais en fait, les entreprises étaient peu présentes sur cet aspect de lien science-société. Alors, c'était pas tout à fait vrai au sein de l'Université de Lorraine parce qu'on a pu, grâce à un historique, voir que les entreprises étaient déjà présentes dans un certain nombre d'actions. On est remonté une quinzaine d'années en arrière et il y avait vraiment eu des ponts, des expositions, des conférences, etc., auxquelles étaient associées les entreprises. Mais elles se faisaient de manière, on va dire, opportuniste, par des relations, par des rencontres, mais elle n'était pas forcément institutionnalisée au sein de l'université. Donc, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs, que ce soit donc des entreprises, mais aussi des acteurs de la CSTI au niveau de l'université, mais aussi au niveau national. J'ai rencontré les représentants, l'AMSTI, le CIM, et même le ministère, pour essayer d'identifier pourquoi aujourd'hui les entreprises n'étaient pas forcément associées à cette démarche science avec pour la société, et comment on pourrait mieux le faire. Donc c'était qu'un travail, on va dire, préparatoire, mais il a pu mettre en évidence l'importance finalement, et c'est ça, moi je reviens sur l'optimisme-pessimisme, mais l'optimisme que je retiens de cette étude, c'est qu'en fait, l'ensemble des acteurs est assez d'accord pour se dire que les entreprises, elles font partie de la société,
et que les grandes transitions dont on parlait tout à l'heure, qu'elles soient écologiques, numériques, etc., elles peuvent pas se faire sans elles, en fait. Et que si on les emmène pas et si on ne fait pas les choses ensemble, les choses peuvent pas avancer. Donc, la question était sur cette table ronde, effectivement, comment accompagner les mutations sociétales. Et ben, une des réponses peut être effectivement de mieux interagir avec les entreprises au niveau de la partie médiation et sciences-société, et en fait dans les deux sens, parce que les échanges que j'ai avec les acteurs étaient très intéressants, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire, il y a un certain nombre de sciences, de savoirs qui sont présents et qui sont créés par les entreprises, qui serait intéressant de partager au niveau de la société. Mais en même temps, c'est aussi, là je reprends les mots de Xavier Noël, c'est aussi une cible pour les acteurs de la CSTI, les entreprises, pour justement les convaincre de l'importance de ces transitions, l'importance de leur rôle et de faire de la médiation envers les entreprises. Donc on a peut-être une solution dans ces deux sens avec le lien aux entreprises. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça y est, c'est bon, on me voit. Ouais, ok. Bon, de toute façon, j'ai plus le choix, donc c'est à moi de Vous pouvez parler vous maintenant. resserrer. Voilà. Merci de me faire un peu de place. Bon, pas beaucoup préparé non plus ce que je vais vous dire, mais je vais rebondir sur parce que j'ai vu que Monsieur Rebond était de la maison, donc je vais rebondir aussi un peu sur ce que j'ai entendu. La première chose, c'est que je pense que fondamentalement, en tant qu'enseignant-chercheur, on est médiateur. C'est-à-dire que pour moi, un des pivots, on va dire, de l'activité de l'enseignant-chercheur, c'est bien de faire discuter le monde de la recherche et le monde de l'enseignement, et donc encore plus ici dans cette maison, donc avec un public qui est un public d'adultes en activité. Je pense qu'on a cette mission, mais parfois on a peut-être tendance à l'oublier, donc je pense que c'est important de le rappeler. Hein, c'est important de rappeler. Bon là, on est dans un processus d'évaluation HCRS là en ce moment, et la HCRS était attentif cette année encore plus au fait que la recherche et l'enseignement soient liés. Et je pense que ça vaut le coup de le rappeler. Et ça vaut le coup de se dire que ça marche dans les deux sens aussi, c'est que la recherche peut nourrir l'enseignement, mais l'enseignement peut aussi nourrir la recherche. Parce que quand on se confronte à un public d'enseignés, on peut aussi évidemment tester, exposer des idées, échanger, interagir, etc. avec des gens qui ont, voilà, qui ont des choses à dire. Je reviendrai un petit peu là-dessus après. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, il y a deux rapports. J'ai deux bibles en ce moment dans mon cartable. Il y en a une, c'est le rapport Gillet. Donc vous avez certainement tous entendu parler. Donc Philippe Gillet qui a fait un rapport il n'y a pas longtemps, qui fait pas mal de bruit, qui est pas mal discuté dans le milieu de l'enseignement, évidemment, de la recherche, évidemment. Donc, je vous donne le titre parce que je ne me souviens plus, c'est la mission sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation, 14 propositions pour engager le processus de rénovation et de simplification de l'écosystème national. Il y a un deuxième rapport qui est passé un peu inaperçu, qui est sorti à peu près en même temps, qui a été rédigé par Jean Cavaillès, illustre nom de la philosophie française, et Sophie Julien, sur la démarche scientifique, sur la sensibilisation et la formation à la démarche scientifique. Il y a un point commun entre ces deux rapports, si on le lit un peu en creux, c'est un peu notre échec à nous, de ne pas avoir réussi vraiment, peut-être en tous les cas, à faire comprendre ce qu'était la recherche et ce qu'était la science au grand public. Alors, quand je dis nous, je fais un grand mélange. Chacun y prendra un peu ce qu'il veut. Donc ça, il y a vraiment, on ressent vraiment cette remarque-là et ce point-là. Il y a un point intéressant dans le rapport. Jean Cavaillès et Sophie Julien sont des inspecteurs généraux de l'éducation. Donc, ils sont au ministère, ils ont fait un rapport à la ministre, au ministre. Eux vont un peu plus loin et disent en fait, ce qu'il faut sensibiliser et former à la démarche scientifique, c'est en premier lieu qui, d'après vous? En premier lieu, les profs des écoles, les journalistes et les décideurs. Bon, ça laisse un peu rêveur quand même. Et Gillet dit la même chose. Hein. Gillet dit aussi qu'il faut acculturer le monde de la fonction publique, le monde des décideurs publics, aussi à la recherche scientifique, à ce qu'est la recherche scientifique. Bon, voilà. Donc ça, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là.
Et c'est bien qu'il y ait, alors c'est bien en même temps, bon, pour le dernier rapport, là, celui de Cavaillès et de Julien, il n'a pas fait beaucoup de vagues, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui mettent le doigt là-dessus, et je pense que là, il y a un vrai rôle de médiation pour le coup, hein, avec ces publics-là, et encore plus peut-être pour les anciens, enfin plus aussi pour les anciens chercheurs. Bon, c'était ma deuxième remarque. Troisième remarque, c'est, alors je vais rebondir sur l'optimisme. Mesdames, messieurs, les organisateurs de colloques, les menaces, c'est bien, mais les opportunités aussi. C'est-à-dire, dans le contexte actuel, il n'y a pas que des menaces, il n'y a pas que des urgences absolues, il n'y a pas que des échos anxieux. Il est là, non? Il est toujours là, l'écho anxieux? Non, il est parti. Il y en a d'autres, mais bon, il y en a d'autres, hein, c'est sûr. Pour eux, ouais, vous avez raison. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a aussi, et pour moi, ça fait partie, hein, peut-être de la pharmacopée. Enfin, essayer de poser. Enfin, d'accord, il n'y a pas que du positif, mais il y a aussi du positif. Voilà. Et moi, je trouve que dans la complexité du monde dans laquelle on est aujourd'hui, un de nos rôles, nous, en tant que de médiateurs, là aussi, hein, je mets ça de manière très large, je ne suis pas médiateur, moi, mais en tant qu'enseignant-chercheur, c'est de montrer aussi qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses positives qui se passent, et sortir un peu de ce discours anxieux et qui finit en généralement, et ça j'ai bien aimé tout à l'heure la réaction, hein, qui finit souvent par la techno va sauver le monde, quoi. Parce qu'effectivement, il n'y a plus que ça, quoi. Si tout le monde est anxieux, la dimension humaine, elle disparaît un petit peu au profit de solutions technologiques. Donc il y a aussi cet aspect-là, et je pense que ça fait partie de notre rôle, nous, d'enseignants-chercheurs, effectivement, de montrer ces aspects-là aussi, qu'il y a des choses positives qui se passent, qu'il y a des gens qui ont des solutions, que ça bouge. Voilà. Alors de Paris, ça ne se voit pas toujours, mais quand on va dans les territoires, ça bouge. Et donc ce sera mon dernier point. En fait, je suis plus long que prévu, hein, je suis désolé. Je crois qu'on a un rapport à l'innovation, alors ça aussi je rebondis un peu sur ce que j'ai entendu, hein, tout à l'heure. On a un rapport, nous, la société, là pour le coup au sens large aussi, on a tous un rapport à la recherche et à l'innovation qui est ancré sur un modèle qui est dépassé. Donc effectivement, on sépare très facilement la recherche fondamentale de l'innovation, on mélange invention et innovation, on parle des sachants d'un côté et puis des usagers de l'autre, on va travailler l'acceptabilité sociale des solutions, etc. Donc on est dans un monde qui sépare. Bon. Là aussi, je pense que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on se rend bien compte que dans la complexité, enfin, une manière de rendre le complexe, c'est aussi de ne plus séparer, c'est de restituer les choses telles qu'elles sont dans leur complexité, donc dans les liens en particulier, entre les disciplines, entre les domaines, entre les réalités, les perspectives. Et donc ça nous amène à devoir changer de modèle, je pense, et notamment de modèle sur cet aspect qui est lié pour moi au changement social. Alors c'est le titre, un peu le nouveau titre de la table ronde, hein, c'est les aspects, alors il y a les menaces effectivement, mais il y a aussi les grands changements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc ça fait appel pour moi à la nécessité de changer la manière dont on envisage le changement social, donc ce que moi j'appelle les modèles d'innovation. Bon, c'est un des travaux que j'ai fait il y a quelques années là-dessus, où j'ai essayé de mettre en avant qu'il y avait 3 grands modèles de changement social. Et en France, on est toujours dans un modèle qui est issu de l'après-deuxième guerre mondiale, dont j'ai rapidement décrit tout à l'heure les caractéristiques, hein, où on sépare, où on est très linéaire, très descendant, etc. Il y a d'autres modèles qui existent, qui considèrent la société autrement, alors là pour le coup, qui est complètement congruent, hein, quand on parle science avec et pour la société. Voilà, dans lequel ces approches-là, en tous les cas, s'intègrent mieux. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Mais pour aller vers ça, ça repasse par ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une acculturation des décideurs publics en particulier. Il y a des choses bon, voilà, la réforme de l'ENA, pour moi, fait partie plutôt des bonnes nouvelles, des choses qui vont dans le bon sens. Donc il y a une remise en question, on va dire, des modèles anciens pour essayer de trouver des nouvelles choses et laisser des places nouvelles à des éléments qui vont dans un sens différent, qui est le sens où on est tous acteurs, en fait. Parce que le bout du bout, c'est pour en arriver là, hein. C'est dire qu'il n'y a pas ceux qui pensent d'un côté et ceux qui agissent de l'autre, ça c'est fini. Enfin, pour moi, c'est plus valable ce genre d'approche, et qui est encore le modèle dominant, hein, essentiellement aujourd'hui, quand on regarde un peu les politiques publiques.
mais c'est un modèle où tout le monde peut agir. Et là, on peut retrouver de l'optimisme méthodologique, de l'optimisme d'action. Et je m'arrête là, parce que sinon, je vais continuer. Merci beaucoup à nos 4 intervenants, intervenantes. Merci d'avoir fait des interventions assez courtes, ce qui nous permet aussi d'avoir du temps d'échange avec la salle. Je pense que voilà, l'idée, c'est aussi un peu de créer cet espace d'échange aujourd'hui. Je pense que, alors j'évoquais, moi, d'où je parle, tu as une association qui a 20 ans, qui s'appelle Science Citoyenne. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Bon, il faut admettre que voilà, on en est tous un peu au même point et qu'il faut absolument continuer à avoir des espaces de co-construction, de réflexion, de réflexivité sur nos pratiques dans ce domaine-là et d'avancer effectivement en continuant à avoir des espaces où chaque expérience peut compter pour nourrir les actions, les travaux des autres. Donc, je pense qu'on a aussi un intérêt dans ce cadre qui est très limité. On n'a qu'une petite heure, mais en tout cas d'essayer de partager un maximum de questionnements et de pratiques, d'expériences, si vous voulez rebondir aussi. Moi, s'il y a un blanc, j'ai plein de choses à dire. Donc, voilà, je pourrais aussi prendre de la place, mais c'est pas forcément mon rôle aujourd'hui, mais j'hésiterai pas à en ajouter. Ah, pardon. Ça, c'était à 11h05, c'était avant ça. C'était avant ça. Ok. Merci, Robert. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur des échanges, enfin des présentations qui ont été faites au préalable entre vous? Est-ce qu'il y a des... Ah, ok. Rebondir sur ce qu'a dit Philippe Durand sur de culturer les journalistes. Mon cœur de recherche, c'est le cinématographe, quel que soit son vecteur de diffusion, en particulier la télévision, que je regarde beaucoup. Il y a beaucoup de science à la télévision. Mais c'est une science qui... alors là, je vais citer Monsieur Bloch, Marc Bloch, qui disait les générations qui sont venues juste avant la nôtre, dans les dernières décades du 19e siècle et jusqu'aux premières années du 20e, ont vécu comme hallucinées par une image très rigide, une image vraiment contienne des sciences du monde physique. Étendant à l'ensemble des acquisitions de l'esprit ce schéma prestigieux, il leur semblait donc ne pouvoir exister de connaissances authentiques qui ne dut aboutir par des démonstrations d'emblée irréfutables à des certitudes formulées sous l'aspect de lois impérieusement universelles. C'était là une opinion à peu près unanime. Je rajoute que si cette opinion n'est plus unanime, il me semble qu'elle soit encore très partagée, et notamment dans la médiation à la télévision. Voilà. Qui est quand même un endroit qui touche plus de 20 millions de personnes tous les jours, si j'en crois les audiences. Et donc, le public, enfin, le large public, le grand public, comme on l'appelle, qui est une espèce de truc un peu bizarre, reçoit quasi quotidiennement, notamment pendant la pandémie, ça a été absolument hallucinant. Il se trouve qu'avec Jean-Claude et Dominique Desjeux, on a passé toute la pandémie à analyser justement les relations, la façon dont le journal télévisé de France 2 rendait compte à travers certains scientifiques de la pandémie, et c'était assez hallucinant. Voilà. Je ne veux pas me tromper. Merci, Robert. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce commentaire de M. Robert Nardone? Non, pas de rebond. Ouais. Alors, Xavier après Marc et après Sylvain. Merci. Donc, Xavier Noël, du pôle société du Kingdom Pays de la Loire. Alors, je pense que la question est plutôt pour Tarek, c'est la question du numérique. Parce que donc, vous avez évoqué cette rupture qui peut qui peut venir du numérique. En fait, alors,
D'abord, s'il n'y a plus de numérique tout d'un coup, alors qu'on est dans une société numérique comme on est dans une société technologique, c'est parce qu'il y a des cybercriminels, comme on dit. Alors, ça voudrait dire aussi que si on met ça sur le même plan que le climat, il y aura aussi des climats taux criminels, quelque chose comme ça. Mais c'est évidemment beaucoup plus diffus. Mais en fait, non, me semble important, c'est que pour ce qui concerne le numérique, on a assisté à un développement extrêmement rapide, qui est de plus en plus rapide, et c'est loin d'être fini. Et que du coup, cette rapidité crée des fragilités parce que justement, cette transition va extrêmement vite et peut-être trop vite, hein. Et donc, il y a la question de la rapidité de la transition qui nécessite effectivement de plus en plus d'attention en matière justement d'explication, de médiation. Si on va très vite et qu'on n'a pas le temps d'expliquer, effectivement, là, on se met en danger et c'est ce qui se produit. Merci, Marc. Vous souhaitez rebondir tout de suite? Je vous en prie, ouais. En fait, je n'ai pas tout à fait une réponse à votre commentaire, hein, parce que c'est compliqué, c'est très pertinent ce que vous dites. Ça va très très vite, hein, la rupture numérique. En fait, quand on parle de grand public, peut-être on n'a pas besoin de tout expliquer, de tout diffuser, de tout, mais il y a un minimum en fait. On peut peut-être suivre ce qui se passe par rapport au. En fait, l'idée c'est de répondre aux besoins du grand public. Et je pense en grand public, on n'a pas besoin de suivre les dernières actualités en numérique avec des processus quantiques, avec tout cela. Peut-être on n'a pas besoin de cela. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'industrie aussi, les menaces sur l'industrie, il y a aussi des opportunités, je suis d'accord avec toi, mais j'ai parlé plutôt de menaces. Même si je suis très optimiste, je suis du cadran haut gauche, donc je suis très optimiste, je suis entre optimiste et très optimiste. Mais il y a des menaces. Il y a aussi les opportunités, il y a des choses à expliquer. Peut-être on n'a pas besoin de mettre à jour les connaissances pour le grand public tous les jours, mais il y a des sujets, des sujets plus urgents que d'autres, je pense. J'ai donné un exemple, tout à l'heure j'ai donné l'exemple de la masse de données, mais on peut trouver par rapport au numérique, on peut donner plein d'autres exemples. Aujourd'hui, l'exemple Airbnb, par exemple, aujourd'hui, ou des groupes avec des hôtels, des groupes hôteliers qui ont perdu entre 20 à 30%. C'est des chiffres que je trouve qui reviennent régulièrement sur Internet au profit de Airbnb qui n'ont pas un seul bien immobilier en fait et qui arrivent quand même à prendre une bonne part de marché. Là aussi, là c'est une menace pour certains, c'est une opportunité pour des autres. Il y a des choses à expliquer, en fait. Il y a des choses à expliquer, à enseigner pour le grand public, mais peut-être on n'a pas besoin de suivre la tendance pour le grand public, la tendance d'un point de vue recherche et développement. Mais c'est une question, moi je n'ai pas de réponse toute faite pour cette question. Moi, je vais bien donner un petit bout de réponse. Il y a un mot dans le rapport Gillet, il y a un mot qui revient très souvent, moi, mon grand étonnement, mais c'était plutôt positif pour le coup aussi, c'est le mot prospective. C'est-à-dire que quand les choses s'accélèrent, quand le rythme du changement s'accélère, un des réflexes qu'on peut avoir, pour le coup, c'est d'essayer d'anticiper en repoussant un peu l'horizon, hein, pour prendre un peu de recul et puis essayer de voir ce qui pourrait se passer et puis rentrer dans une logique qui est plus une logique de mesure des conséquences des décisions possibles en fonction de futurs possibles, etc. Voilà. Donc ça, c'est une manière, parce que l'accélération, Michelet déjà parlait d'accélération, enfin il ne le disait pas comme ça, mais donc c'est ça. L'accélération, c'est un sentiment lié au changement technique ou technologique, on dit maintenant. Voilà, et à la convergence notamment technologique, mais ça a toujours existé. Donc il y a cette capacité à prendre un peu de recul en essayant d'anticiper, et l'intérêt du rapport Gillet, c'est aussi ça, quoi, c'est d'apporter un peu ce regard anticipateur ou prospectif. Les deux remarques là qu'on a eues m'amènent à une réflexion sur la question
la temporalité, justement, alors pas liée au numérique, mais la temporalité de la science. En fait, quand on fait de la médiation scientifique, soit on lève les manches et on se dit, allez, on a tout un tas de domaines de recherche dont on veut, voilà, qu'on veut rendre accessibles, pour lesquels on veut travailler avec un certain type de public. Et finalement, c'est un travail sans fin, puisque les connaissances continuent à s'accumuler. Donc, on va être dans une espèce de fuite en avant permanente. Alors, heureusement, les outils aujourd'hui nous permettent d'avoir une accessibilité de l'information scientifique à peu près pour tous. En tout cas, qui le veut peut accéder à des publications, etc. et à un certain nombre de connaissances qui sont en ligne. Si on se place d'un point de vue un petit peu décalé, moi je pense que le rôle qu'on a aussi, c'est de faire comprendre justement comment fonctionne la science. On parlait tout à l'heure de la démarche scientifique. Alors bien évidemment, ça amène des discussions, hein. Les démarches scientifiques, la façon dont le raisonnement se met en place quand on réfléchit à une problématique en lien avec les sciences. Et finalement, c'est peut-être aussi ce genre de message qu'on doit faire passer à travers des exemples, à travers des sujets, à travers des problématiques, des controverses, des sujets d'actualité. Et quand on fait intervenir un chercheur, un doctorant face à du public, pour moi, c'est aussi important de faire comprendre comment il travaille, comment il raisonne, comment il travaille de manière collective avec d'autres, comment il échoue sur certains aspects, comment il progresse dans sa façon d'appréhender le sujet qu'on lui a confié ou qu'il a choisi. C'est aussi important que les connaissances elles-mêmes dont on parle. Et je parlais de temporalité de la science, votre question m'a fait penser à ça. C'est vraiment l'idée aussi de faire comprendre que quand on parle de science, monsieur est parti, mais à la télévision, on parle de science dans un certain nombre de documentaires, C'est pas sorcier ou autre, mais on parle pas forcément de la recherche. C'est pas la même chose. Et quand on parle de la recherche, c'est là que c'est un peu plus complexe et qu'on doit faire comprendre que la recherche n'est pas quelque chose de simple avec des gens qui sont toujours d'accord, etc. On l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement important d'être dans cette logique-là, de faire comprendre qu'il faut du temps pour ça, il faut des années pour arriver à des consensus sur un certain nombre de sujets. Et à ce moment-là, on parlera de connaissances scientifiques. Donc, c'est un peu cette logique-là, elle est vraiment importante à garder en tête. Parce que si on se dit sur tel et tel sujet, on doit absolument faire avancer les connaissances des gens pour qu'ils aient une culture scientifique de base, pour qu'ils soient actifs dans la société et qu'ils aient un regard un peu sur le monde qui les entoure, c'est un travail sans fin. Donc restons optimistes. Merci. Marc, et après je passerai la parole à Sylvain Macadam. Ça marche. Oui, déjà tout à l'heure. Tu peux te présenter. Oui, Marc Delepouve du laboratoire HT2S du CNAM, où je suis chercheur associé. Pardon. Déjà dans la séance précédente d'ouverture, etc., jusqu'à maintenant, il y a une notion qui me semble essentielle, dont on parle peu. Une personne l'a abordée. Ce sont les limites de la science. C'est-à-dire qu'il y a d'autant que là, la thématique, c'est sur les menaces, et je pense que Philippe a raison d'ajouter aussi les espoirs et les choses positives qui émergent en nombre par ailleurs. Donc le titre, peut-être qu'il aurait pu être écrit de façon un peu plus duale. Oui, donc la part imprévisible que laisse sur le côté la science, des choses qu'aujourd'hui on ne connaît pas et certaines qu'on pense qu'on ne pourra peut-être jamais connaître, éventuellement. Je pense que dans une démarche authentique vers le public, il faut présenter cela aussi. Parce qu'il y a une tendance, en tout cas pas qu'en France, qui est mondiale, une tendance à faire, dans le discours médiatique et dans le discours politique, à tenter de faire croire que la science sait des choses qu'elle ne sait pas. Et nous avons, je crois, un rôle très important. D'ailleurs, l'imprévisible, le non connu, c'est aussi une base de la liberté. Si tout était déterminé, prédéterminé, il n'y aurait plus de choix, il n'y aurait plus de liberté. Donc, et je crois qu'en outre, pour terminer, que de façon consciente, plus ou moins, un peu différente, le grand public, du fait de cette tricherie qui consiste à faire croire que la science dit des choses qu'elle n'est pas encore en capacité ou qu'elle ne sera peut-être jamais en capacité de dire, amène un certain doute dans le grand public, dans le sens où certains faits sont présentés comme si un jour
et comme ça un autre jeu quelque temps après. Alors certes, la science évolue et sa vision change, et ça va bien au-delà de ça. Dans l'espace public, ben là je pense notamment aux questions climatiques, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup travaillé sur les scénarios du GIEC. Ils évoluent avec le temps parce qu'il y a la question de l'imprévisible qui n'est pas prise en compte par les scénarios. Sauf que cette part d'imprévisible se réduit avec le temps. Et les méthodes changent aussi, mais ça c'est normal. Les méthodes changent, mais la part d'imprévisible se réduit avec le temps. Et comme on ne parle pas de cette part d'imprévisible, le public se dit, bah, ceux qui suivent ça de près, il y a 15 ans, on nous disait ceci, qu'il fallait réduire de 50% en 2050 les émissions de gaz à effet de serre. Selon le GIEC, disait-on alors. Aujourd'hui, on dit qu'il faut réduire de 100%. Donc là, il y a un bug. Et voilà. Donc, voilà, merci. Merci. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce commentaire pour l'instant? Oui, non, pas encore. Ça va venir, ça marche. Donc je continue le tour de parole. Merci. Ce que vous venez de dire finalement sur l'incertitude, l'imprévisible, la science en train de se faire, bon, ce que vous disiez aussi sur la difficulté à communiquer une technologie qui avance très vite dans ces... Bon, tout ça, si on veut faire des liens, moi je fais un lien qui est, il y a un problème, enfin il y a plusieurs problèmes qui sont liés plus à la méthode justement et à la démarche scientifique qu'au contenu lui-même. Parce que la connaissance scientifique, elle est énorme, en fait, elle est colossale avec un grand K. Bon, donc, vouloir diffuser la connaissance scientifique dans le monde aujourd'hui, c'est une chose impossible, bon, par définition. La question, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas seulement impossible à cause de la connaissance, c'est impossible à cause du public. J'entends parler du grand public, je ne sais pas ce que c'est. Et là, si vous me permettez, je vais témoigner sur l'IHEST. Quand je suis arrivée à l'IHEST, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait ciblé, depuis les débuts de l'IHEST, les gens qui allaient travailler sur ces questions sciences-société. Et on avait ciblé plutôt les gens en responsabilité parce qu'on se disait, dans le modèle, je pense que vous décriviez, Philippe, c'est-à-dire que ça va descendre du haut vers le bas et que quand on aura formé les élites ou sensibilisé les élites à la science, ça va diffuser. Or, ça ne diffuse pas. Bon, donc peut-être qu'il faut être un peu plus modeste. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai resserré, j'ai dit, attendez, l'IHEST, il a des responsables. Ces responsables, ils sont en situation de préparer des décisions, que ce soit des cadres d'entreprise, des responsables d'associations ou des cadres de l'administration ou des politiques. Bon, donc, essayons de cibler sur quel peut être le rôle de la science dans la décision. Pour ça, il faut, et je rebondis sur ce que tu disais, il faut du temps. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'expliquer. D'abord, quand on explique, les chercheurs en communication, depuis Palo Alto 1920, expliquent qu'à peu près, on retient 10% du message qu'on a entendu quand on est le plus attentif possible, bon, et un tout petit peu plus si on voit en même temps, on reproduit, etc. Donc, il faut du temps, il faut répéter, et il faut surtout expérimenter. Donc, je pense qu'une des vertus de la formation de l'IHEST, c'est qu'elle est longue, c'est-à-dire qu'on a 7 mois, donc en gros 3 jours par mois pendant 7 mois maintenant, c'était même 10 mois quand tu l'as fait, Nicolas. Bon. Et que pendant cette formation, il y a un jour à chaque fois qui est consacré à expérimenter la démarche scientifique avec les auditeurs, si vous voulez, les gens qui sont formés, on les appelle des auditeurs, en leur disant en début de formation, voilà, on prend un sujet, l'hydrogène, la 5G, l'huile de palme, enfin bon, on a des tas de sujets. Cette année, il y aura la démocratie, vous voyez, c'est des sujets qui sont bons. Et puis, on essaie de prendre parmi nos auditeurs les gens qui sont le plus incompétents sur le sujet,
qui ont le moins de connaissances possibles sur le sujet. Alors, il y a des sujets, on a des connaissances par ce qu'on lit tous les jours. Bon, ça, OK, mais on n'a pas de connaissances précises. Donc, les gens sont déconcertés. Et là, on leur dit, vous avez, pendant toute la formation, vous allez faire étudier ce sujet en groupe. C'est des sujets qui sont des sujets sociétaux, donc enjeux de polémique ou de controverse. On ne va pas forcément être d'accord sur la manière de prendre le sujet. Donc, vous devrez vous mettre d'accord pour rédiger un rapport in fine. Et là, on a une appropriation d'une démarche scientifique par un groupe de citoyens éclairés, ça c'est sûr, hein, c'est pas bon, mais qui nous disent à la fin, c'était très dur. D'abord, on ne comprenait pas trop ce que c'était que la démarche scientifique. Vous n'avez pas voulu nous expliquer, parce qu'en plus, on ne veut pas l'expliquer. Parce que, bon, on est qui, nous, pour expliquer la démarche scientifique? Les scientifiques eux-mêmes ont des divergences là-dessus. Il y a des tas de philosophes qui sont empoignés sur cette question de la démarche scientifique. Donc, on dit, c'est pas ça. Il faut que vous ayez une démarche qui vous amène à observer ce qui se passe, à trouver des informations fiables là-dessus, à en faire quelque chose ensemble, à dépasser vos controverses, à arriver à une conclusion sans forcément être sûr de votre conclusion, donc à le présenter d'une certaine façon. Donc déjà, ça, ils trouvent que c'est difficile. Et ce qui est difficile, c'est de se mettre d'accord les uns avec les autres. C'est-à-dire d'apporter chacun les connaissances qu'on peut avoir ou la manière dont on a compris la façon dont les gens qui viennent donner les connaissances les donnent, et puis ensuite, comment on va les restituer. Je décris ça. Déjà, le temps que je prends pour décrire ça, c'est déjà énorme par rapport au temps de parole que j'utilise. C'est long. Et quand on sort de là, effectivement, il y a un effet qui est produit. Ce qui fait qu'après cette expérience, moi, je suis très dubitative sur ce que d'ailleurs les sociologues dénonçaient comme le déficit modèle, mais pour d'autres raisons. Je ne suis pas du tout sûre que la pédagogie, comme disent nos politiques, il suffit d'expliquer la réforme des retraites. Ah, vous êtes contre, donc vous n'avez pas compris. Si, on a parfaitement compris que ça nous allait pas du tout. Et pour le numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que le numérique, c'est quelque chose, c'est fabuleux, le numérique. Mais c'est une catastrophe totale dans le quotidien quand vous avez un problème précis et que vous devez vous battre avec un algorithme. Et ça arrive à chaque citoyen pour des actions. Je défie quelqu'un dans cette salle qui n'a pas eu de problème, y compris vous d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, la question, elle n'est pas prévue par l'algorithme. Ah! Et alors, on a un centre d'appel, et le mec, il est mal formé, blablabla. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Bon, est-ce qu'on répond à un besoin avec ce genre d'approche technologique? Est-ce qu'on est capable de se poser aussi aujourd'hui des questions sur est-ce que cette technologie qui va si vite, elle n'est pas le plus grand mal à certains moments, tout en étant le plus grand bien à d'autres? Mais si c'est le plus grand mal à certains moments, est-ce qu'on est capable de le reconnaître et de revenir? Voilà. Donc, il faudrait que les citoyens puissent se poser ce type de questions, pas pour remettre en cause n'importe comment, et là, ça, je crois qu'on peut faire le lien avec l'atelier Esprit critique, mais pour prendre du recul et se dire qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'accepte. Ce n'est pas aux scientifiques de donner la réponse, c'est aux citoyens et aux politiques. Et peut-être que c'est la même chose si on met un peu de démocratie participative institutionnalisée, comme le proposait le sociologue Albert Augien dans un exposé à l'IHEST, disant si on institutionnalise la démocratie participative à côté de la démocratie représentative, donc on transforme notre mode de démocratie, on aura déjà pas le même effet. Je ne sais pas si ce sera mieux, hein, ce n'est pas le problème. On n'aura pas le même effet qu'aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, je pense que tout ça pose une question vraiment de citoyenneté fondamentale qui est difficile d'appréhender avec le modèle classique de la culture scientifique. Merci beaucoup. On va arrêter. Merci. Est-ce que nos intervenantes souhaitent réagir, rebondir sur les différents commentaires, suggestions, propositions? Merci. J'ai juste une petite anecdote sur la démarche scientifique pour vous montrer à quel point c'est une notion complexe. Je crois que c'est dans un autre atelier, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête parce qu'on part toujours du principe que
tout le monde sait ce que c'est une évidence pour les chercheurs, doctorants, etc. On a mis en place quelque chose qu'on va essayer de formaliser un peu plus, mais un atelier avec des cartes sur la démarche scientifique qu'on a fait auprès de doctorants dans un premier temps, puis après auprès de groupes de doctorants et de chercheurs. On va dans un labo, on leur dit, on va parler de démarche scientifique. Alors ils nous regardent en rigolant. Vous savez, on sait ce que c'est, nous. Et puis, en fait, on fait ce jeu, et ce jeu, au bout de 2 à 3 heures, parce que c'est un jeu qui permet vraiment de prendre le temps de réfléchir au sujet, de mettre des cartes dans un certain ordre, etc. Bah, à la fin, on se rend bien compte qu'on parlait tous avec les mêmes mots, mais pas du tout de la même chose. On a tous des conceptions de ce qui est la démarche scientifique, finalement, qui sont complètement différentes. Il y a des choses qui se rejoignent, évidemment, il y a des convergences, mais quand on constate ça, bah, ça montre bien à quel point, quand on va parler d'un certain nombre de sujets, quand on va parler à un public qui est complètement dehors de l'écosystème, de la recherche, etc., ben, il y a un vrai pas à faire vers les gens, mais il faut aussi être dans une logique d'écoute et de compréhension du fait que ben, les gens qui sont avec leurs problématiques du quotidien, etc., bah, ils ont une perception des sujets dont on parle qui est extrêmement minime, et encore moins justement de la science, des mécanismes qu'il y a autour et de la démarche, etc. Donc il faut absolument avoir conscience de ça, et en tout cas ça amène vraiment à des discussions extrêmement importantes. Je pense qu'il faut multiplier, parce que ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure accompagnement et formation du monde de la recherche quand on veut faire de la médiation. Déjà apprendre à discuter entre nous, apprendre à s'écouter les uns les autres dans une logique justement de meilleure compréhension de tout ce qui se passe finalement quand on parle de ces rapports science-société. Merci. Ouais, et après j'interviendrai. Je me donnerai l'autorisation d'intervenir. Bonjour, donc je vous écoute depuis ce matin, et systématiquement, la question qui me turlupine, quel que soit le sujet dont vous parlez, c'est pardon, excusez-moi, Claire Adam. Donc moi, je suis chercheuse au CNRS, mais je suis aussi étudiante au CNAM, avec le temps, hein, malgré mon âge. Donc en fait, je commence le master. Et une chose qui me frappe, c'est que vous avez commencé par les questions de l'échelle locale, en fait, en disant les universités sont bien placées parce qu'on connaît notre territoire, nos élus, etc. Je comprends tout à fait l'intérêt, c'est sûr. Par contre, tout ce qu'on discute après, c'est en fait une échelle globale. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous dire, indépendamment du fait que les enseignants-chercheurs sont plus motivés, d'ailleurs, disons formés, etc., ce qui est tout à fait bien, d'abord, comment vous voyez la distinction entre enseignants-chercheurs et chercheurs tout court, qui n'est pas dans la même structure? Ça, c'est une petite chose, mais surtout, est-ce que le fait de passer par les universités, donc un territoire local, va aider peut-être à ce qu'on parle plus de SHS, parce qu'il y a une partie des choses sur la démarche scientifique et compagnie. Moi, je suis physicienne, donc m'apprendre à expliquer la démarche scientifique, ça serait peut-être aussi bien de demander à mes collègues des SHS de le faire. Enfin, on pourrait travailler ensemble. Est-ce que ça va aider de passer par les universités, ça? Ça va de décloisonner. Comment est-ce qu'on va faire pour... parce que nous, on travaille en réseau, en fait. On parle d'innovation, que ce soit le réchauffement climatique ou ce que je fais, peu importe. On a un maillage de laboratoire avec des thématiques qui sont nationales. C'est comme ça que ça marche en France, jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tout se reporte de façon régionale? Enfin, ce changement de paradigme et de renforcement des universités, ça a plein de points positifs. Mais est-ce que ça va résoudre une des questions que vous venez de débattre à juste titre pendant la demi-heure qui vient? Je m'interroge. Merci. Avant d'aller là-bas récupérer le micro, est-ce que vous voulez attraper ce micro-là pour répondre? Ouais. Le national et le régional ne sont pas incompatibles. Il y a une impulsion du ministère de la Recherche, etc., sur le fait d'inviter les universités à s'engager, d'inviter les organismes de recherche à reconnaître cette activité, etc. Ça, c'est une dynamique dont on a besoin pour que, justement, au niveau national, les instances lancent cette démarche-là. Alors, je rappelle aussi qu'il y a aussi les autres acteurs, hein. Il y a un autre rapport qui est sorti en début 2023 par Philippe Bertha, qui décrit voilà, un très grand nombre, une grande variété d'acteurs volontaires conduisant à des actions tous azimuts, monde associatif, secteur privé, collectivité, université, milieu institutionnel, il y en a certainement d'autres. Donc, rappelez aussi que quand on parle médiation, il n'y a pas que les universités. J'insiste vraiment là-dessus. Ça, c'est un point. Après, l'échelle locale,
C'est plutôt le lien avec les fameux publics dont on parle. Parce que je pense que ce public de proximité, quand on mène une action d'un point de vue très opérationnel, voilà, on va chercher autour de nous, là où on est, tout simplement. Par contre, il faut que ça s'inscrive dans un cadre un peu global où ces opérations sont non seulement encouragées, mais aussi soutenues, valorisées, et qu'elles aient du sens, en fait, pour qu'on comprenne un peu là où on va. C'est en ça que je parlais tout à l'heure, hein, d'ancrage territorial, de lien avec les collectivités, avec les acteurs culturels, avec tout cet écosystème d'acteurs avec lesquels on travaille finalement au quotidien pour dire, voilà, les publics qu'on va aller chercher, tantôt un public captif dans un établissement scolaire, tantôt un public qui passe sur un marché, si on décide de mettre des chercheurs et des doctorants sur le marché du samedi matin à côté des choux et des carottes. Bah oui, on arrive à aller toucher ces publics parce que finalement on se met voilà, sur le terrain. Donc c'est cet échelon-là que je voulais évoquer tout à l'heure. Sinon, la différence entre enseignants-chercheurs, chercheurs et autres, je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, il y a des différences évidemment dans les statuts, dans les métiers, mais je pense que tous les acteurs de la recherche ont un rôle à jouer dans ce rapport science-société. Quand on invite par exemple du public à visiter un laboratoire, je pense que c'est important de montrer aussi tous ces métiers qu'on ne soupçonne pas, qu'il y a autour d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur. C'est extrêmement important, c'est même essentiel, parce que déjà c'est une question de respect, de valorisation des métiers en question, mais ça explique aussi un certain nombre de choses autour du financement des métiers, du recrutement. Enfin bon, le lien avec le recrutement, on l'a pas fait, mais c'est aussi extrêmement important à faire. Merci. Oui, si vous pouvez passer le micro. Merci. Votre intervention m'a fait prendre conscience d'un truc horrible. Je voudrais vous en faire part tout de suite. Il y a un énorme non-dit dans tout ce qu'on dit depuis ce matin. C'est la différence entre les sciences fondamentales, les sciences de la nature, on va dire, et les SHS. On fait exactement depuis le début comme s'il n'y avait pas de différence. Alors, est-ce qu'une démarche scientifique en physique, c'est la même chose qu'une démarche scientifique en SHS? Je ne suis pas sûr. Et je pense qu'il y a un enjeu énorme, je le pense beaucoup plus important, mais je ne suis peut-être pas du bon côté, à expliquer ce qu'est une démarche scientifique en SHS. Alors moi, je vois plein de dossiers passer, je ne vais pas me donner de détails, mais d'entreprises, d'organisations privées qui disent faire de la recherche, voilà, et qui en fait n'en font pas en SHS. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu énorme, je pense, là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce que c'est comparable? Expliquer au grand public, même si ça appelle d'autres choses, mais expliquer au grand public ce que c'est une recherche en philosophie ou en sciences ou en sociologie, c'est pas la même chose que d'expliquer la recherche en physique, quoi. Je pense. C'est très différent et ça pose des enjeux qui, pour moi, sont très importants aussi. Et on fait comme si c'était la même chose. Bon, voilà, c'était horrible. Si. Alors, oui, tout de suite, et après je te donne Juste ajouter un petit mot sur les aspects territoriaux. Moi, ce que j'ai pu faire dans le cadre de mon étude, c'est qu'effectivement, le schéma, le niveau régional était déjà en place depuis la loi Fioraso. Donc, de toute façon, voilà, c'était contraint puisque le financement était au niveau région. Donc, il y a eu des initiatives et des acteurs qui étaient en lien. Je prends l'exemple de la Lorraine. Il y avait un réseau en place, le réseau curien, qui, en fait, depuis les régions, c'était dissous. Donc, je dirais que l'Université de Lorraine reprend ce flambeau-là aujourd'hui. Mais il y a aussi il y a tous les schémas enseignement supérieur, recherche, innovation qui sont à différents niveaux. Je prends encore l'exemple, nous, on a un schéma régional ESRI au niveau de la métropole de Nancy. Il y a le schéma régional au niveau Grand Est. Enfin, donc, effectivement, cette coordination entre toutes ces échelles-là, elle est quand même assez complexe. Et effectivement, ça je dirais, on a rajouté quelque part une couche, mais au moins d'avoir identifié ce fer de lance, et c'était le choix du ministre, de la ministre d'avoir mis les universités. Bon, il faut qu'il y ait des choses qui se passent autour, et effectivement, ça ne peut pas se faire sans
tous les acteurs, quoi. Et là, le niveau national, et après, Jean-Claude ira sur le côté international, parce qu'il y a aussi des tas de choses, et je crois que tu peux peut-être rebondir, Nicolas, aussi sur ça, parce qu'il y a des initiatives aussi au niveau international, le PCST dont tu m'avais parlé, enfin, voilà, il y a des échelles où toutes ces initiatives-là, au niveau de ce lien sans société, va devoir se faire, quoi. Je rebondis sur l'intervention de Philippe, parce que tout à l'heure, je voulais intervenir sur 2 points, et j'ai restreint mon propos à un seul point pour ne pas être trop long. Alors, intervenir pour apporter un complément, y compris au sein d'une discipline comme l'histoire. Selon les rôles que vous avez, les méthodes sont extrêmement diverses. Entre celui qui fait un travail d'étude d'archives et celui ou celle qui fait un travail d'interprétation générale de toutes les études d'archives qui ont été faites sur un sujet donné, ça n'a rien à voir, les méthodes ne sont pas les mêmes. Et entre la philo et au sein de la sociologie, c'est pareil, il y a des méthodes extrêmement diverses. Et dans ce qu'on appelle les sciences naturelles, il y a aussi des méthodes extrêmement diverses, notamment en climatologie, entre autres choses. Entre celui qui étudie en allant observer ce qui se passe en Antarctique pour mieux comprendre le climat, là, c'est des sciences dures, enfin naturelles classiques, et ceux qui font de la modélisation, qui sont d'un tout autre type de méthode, avec une portée très, enfin, une notion entre guillemets, de vérité qui n'est pas la même. Alors, expliquer ça à un grand public, à un public large, y compris entre chercheurs eux-mêmes déjà. Si seulement les chercheurs avaient une connaissance de la diversité des méthodes utilisées dans le monde de la recherche, déjà là, on ferait un pas énorme, puisque ça ouvrirait, ça faciliterait, entre autres choses, le travail pluridisciplinaire. Merci Marc. Est-ce que vous avez encore... Oui, bien sûr. Je rebondis sur la dernière phrase de monsieur pour militer pour quelque chose qui est vraiment un axe d'amélioration qu'on doit apporter à la formation de nos enseignants-chercheurs, de nos doctorants et de toute cette communauté. Clairement, aujourd'hui, voilà, on rattrape par des petits bouts ceux qui veulent bien être accompagnés, formés et qui sont un peu sensibles à ces questions-là. Je pense que dans la formation de base qu'on inculque à tous nos étudiants dans toutes les disciplines sciences dures ou moins dures, je pense que c'est cet aspect historique, cet aspect, enfin voilà, à la fois d'histoire des sciences, à la fois de sociologie des sciences, enfin, toutes ces questions-là, enfin, pourraient faire partie de manière quasi obligatoire finalement de l'enseignement, parce que c'est valable, enfin c'est valable pour toutes les disciplines. C'est une manière de désegmenter aussi pour bien montrer qu'une problématique ne se traite pas par une discipline, mais par de multiples approches, enfin, etc. Ça, c'est extrêmement important. C'est un truc de fond sur lequel il faudrait qu'on arrive à travailler, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous savez comme moi que quand un sujet de thèse est publié, par exemple, ben, le sujet il est déjà défini avant que le doctorant ne postule. On pleure pour avoir des doctorants dans certaines disciplines, et donc c'est extrêmement complexe d'avoir des bons candidats. Et quand quand on a un sujet de 3 lignes sur lequel on doit se dépatouiller quasiment seul pendant plusieurs années, enfin, c'est juste pas de la formation, enfin, on amène forcément les gens dans une mauvaise direction, je pense. Enfin, on ne fait pas prendre cette hauteur, ce recul qui est absolument nécessaire et qui devrait être la porte d'entrée pour contextualiser, pour amener une forme de réflexion un peu haute sur n'importe quel sujet, quelle que soit la discipline. Merci. Est-ce que il y a une main qui se lève? Mais il y a quoi? J'ai pas l'ordinateur. Je n'ai pas l'accès à l'ordinateur. Ouais, d'accord. Alors, rapide alors. Je vais résumer. Ouais, je vais résumer. Si elle est rapide, je vais résumer. Non? D'accord. Donc c'est moins rapide alors.
connais bien, c'est pour ça. Oui, une remarque simplement pour dire que cette table ronde est la fusion de deux interrogations et on est resté sur une interrogation qui est tout à fait centrale et on a bien raison sur la question des menaces et des opportunités. Il y avait une autre dimension et c'est aussi la raison pour laquelle Nicolas et Cécile sont ici, c'est la dimension que j'ai signalée ce matin, de la montée en puissance extrêmement forte d'un acteur qui s'appelle les universités, et qui, de ce fait, alors ça c'est une interrogation pour l'instant, en France, ces acteurs sont récents en réalité, ils ont depuis encore plus récemment une injonction à faire de la relation science avec la société et de manière tout à fait régulière, ils sont comme des poules, globalement les universités sont comme des poules devant un couteau. Ils ne savent pas ce que ça veut dire et transforment cette politique de science avec et pour la société, mais je l'ai constaté dans d'autres pays, la Géorgie notamment et quelques autres, on a cette difficulté du point de vue des universités parce que les missions des universités ne sont pas d'être en lien direct avec la société. Elles avaient deux missions, hein, d'ailleurs l'autre s'appelle la troisième, deux missions, former des gens qui sont dans l'instruction et faire de la recherche avec cette idée d'un régime et d'un modèle qui est la production d'une recherche plutôt fondamentale. C'est pour ça que Philippe a parfaitement raison, non seulement de faire la distinction entre sciences sociales ou humanité et sciences, mais aussi on pourrait, et Dieu sait qu'il le fait par ailleurs et qu'on le fait, faire la même distinction, enfin pas la même, mais une distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et les universités, je dis ça parce que c'était dans l'intitulé, les universités sont en train de devenir l'acteur central pour des raisons de compétition internationale, mais du point de vue de nos milieux, et notamment des milieux de la culture scientifique et technique, du rapport sciences-société, etc., on parle d'autre chose. On parle de la société civile, des associations, toute une série de choses. Bon, voilà, mais ça, c'est Cécile qui sera dans le travail futur pour réfléchir à ça. Moi, je serai Merci, depuis longtemps. Jean-Claude. Si, et ça, je m'autorise à utiliser la remarque de Jean-Claude pour rebondir sur le sujet que vous voulez aborder, parce que moi, en fait, je parle d'une association, enfin, je suis salarié de l'association Sciences Citoyennes. Il n'y en a pas beaucoup dans le programme de la journée. Du coup, je vais au rôle malheureusement de représentant la société civile non marchande, dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, dont on n'a pas beaucoup parlé, on l'a effleuré. Et moi, je vais parler donc la société civile non marchande, donc notamment les associations, les collectifs, et pas tant des associations que certaines connaissent ici, les petits débrouillards et d'autres qui sont déjà des acteurs de la CSTI, mais des associations, je dirais plutôt militantes, qui sont dans des champs sectoriels déjà producteurs de savoir, parce que en fait, les savoirs ne sont pas produits uniquement par les scientifiques, pas non plus que par les industriels, mais il existe des savoirs aussi produits d'une manière différente par les associations sectorielles. On en a des centaines d'exemples sur les questions nucléaires. On a des associations comme ACRIRAD, l'ACRO, Sortir du nucléaire. On a des activités, des associations comme ATD Carmonde qui produisent du savoir depuis les années 50 sur la question de la grande pauvreté en France et à l'international. On a des associations aussi comme le réseau Semences Paysannes qui vont travailler sur la diversité des plantes et notamment en lien avec quelques chercheurs de l'INRAE en génétique des plantes. Donc il existe déjà des activités, ce que j'appellerais moi de coproduction des savoirs, c'est comme ça que je les ai appelés dans ma thèse, puisque c'est ça que j'ai étudié. Et il se trouve qu'en fait, dans le label SAPS, il existe déjà ces dispositifs-là, notamment les appels à projets de l'ANR qui s'appellent SAPS Recherche Participative. Donc, c'est déjà des dispositifs qui existent. Donc, on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est des dispositifs qui vont soutenir des recherches menées notamment par des chercheurs et des associations avec une implication des associations à toutes les étapes du processus de recherche. C'est explicite dans le texte d'appel à projet.
C'est aussi le cas à travers le prix de la recherche participative que le ministère a aussi créé dans la suite de la LPR 2020. Et le prix de la recherche participative décerne 2 prix. Un prix qui s'appelle Recueil citoyen, ça c'est pour les pratiques de collecte de données à l'aide de smartphones, qui sont en gros la pratique bénévole de collecte de données, et donc les citoyens et citoyennes interviennent qu'à une seule étape du processus de recherche, c'est la collecte de données. Un deuxième prix de ce prix de la recherche participative du ministère s'appelle Co-construction, qui décerne un prix aussi aux pratiques de soit recherche participative, comme l'ANR l'appelle, soit de coproduction des savoirs, comme je l'ai utilisé dans ma thèse, 2 processus de collaboration entre des chercheurs et des associations, où les associations interviennent à toutes les étapes de la recherche scientifique. Donc il y a aussi cette dimension-là, je préfère le dire maintenant avant qu'on ferme, parce que c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est aussi une dimension que vous allez prendre en pleine tête, les institutions de recherche comme les chercheurs et les chercheuses. Et je préfère le dire comme ça, parce que c'est mon job, à moi, de discuter avec les institutions et les chercheurs, et de moins discuter et d'être un peu plus provocateur quand on n'est pas forcément entendu. Et c'est le travail qu'on mène déjà à Sciences Citoyennes, avec des acteurs comme l'ADEME, avec des acteurs comme le Conseil régional de Bretagne, et d'autres acteurs publics qui se sont engagés sur cette voie-là. L'ANR a suivi le modèle, le texte d'appel à projet de l'ANR est fortement inspiré du texte d'appel à projet qui s'appelle CO3 co-construction des connaissances, que Sciences Citoyennes a élaboré avec l'ADEME et quelques fondations privées. Donc il y a aussi cette dimension-là que je voudrais soulever avant de clôturer cette table ronde. On a quelques minutes encore, donc si vous voulez ajouter autre chose ou rebondir, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes. Mais je voulais au moins réintroduire cette dimension-là qui n'a pas été abordée du label SAPS encore aujourd'hui. Pour dire 2 secondes sur ce que vous venez de dire, c'est pas étonnant qu'on n'en ait pas parlé, et enfin, très sincèrement, la coproduction de savoir aujourd'hui, elle rentre pas dans le modèle dominant de la recherche et de l'innovation tel qu'on le conçoit, en tous les cas aujourd'hui en France. Elle correspond à un autre modèle qui est plus développé dans certains pays anglo-saxons pour moi, mais donc c'est pas étonnant que le sujet ne vienne pas spontanément, et que voilà. Alors c'est très bien, moi je suis content d'entendre qu'il y ait des institutions qui acceptent d'aller dans ce sens-là, mais je conçois aussi et j'entends que ça reste assez marginal. Mais ce qui me paraît assez naturel, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas changé de modèle, fait évoluer de modèle dans lequel on agit, on pense, en tous les cas les politiques publiques en particulier aujourd'hui, ça va être compliqué. Et alors heureusement ou malheureusement, enfin il n'y a même pas d'heure ou de malheur, mais une société, ça ne change pas au cours d'un mandat électoral. C'est dommage, hein. Si ça pouvait, ça serait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Alors là, si on regarde l'histoire, notamment, ça prend des générations et des générations et des générations. Ce qui est un message plutôt optimiste, parce que ça veut dire que l'action aussi, on peut agir, on peut changer les choses, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit fait du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est normal. Donc il ne faut jamais oublier d'agir. Enfin, c'est ça le message, c'est que si on s'arrête d'agir, il ne se passera rien, ça c'est sûr. L'intervention de mon collègue m'y invite. Je voudrais enfoncer ce clou-là. Dans notre laboratoire HT2S, une collègue, Catherine Radka, a fait sa thèse sur les manuels scolaires, comparaison Pologne, France, Angleterre. Et ce que dit Philippe est vraiment tout à fait visible dans cette comparaison. Donc 1945, 2000 à peu près, enfin non, un peu avant, qu'est-ce que je dis 2010, oui, c'est ça. Et en Pologne, en longue durée, la science est enseignée à l'école comme le moyen de transformer technologiquement et d'avoir des résultats technologiques dans une posture soviétique et post-soviétique, on pourrait dire. Et c'est le cas parce qu'on a les études comparatives sur l'ensemble de l'espace post-soviétique. En Angleterre, c'est la question citoyenne et de la participation. Donc les anthropologies politiques jouent à plein
et on le voit très très bien dans ce que j'ai dit ce matin sur la délibération. C'est pas un hasard si c'est les Bataves et leur longue durée protestanto-locale hors de l'Empire romain et de la longue traîne de l'Empire romain. Et en France, ben, c'est un mixte, mais quand même un mixte avec le haut qui fait de la planification et qui... le mixte, il est plutôt qu'on a un hybride, visiblement, et ça se voit dans les manuels scolaires. C'est ça qui est un hybride entre des possibilités de faire agir pédagogiquement un peu du point de vue Freinet ou autre les enfants, mais surtout la science, c'est quelque chose qui a une unité, qui a une longue durée, etc. Et donc, c'est vrai que ça met beaucoup de temps, même si c'est en train de changer. Est-ce que je peux juste dire, il me semble que pour ces sujets-là, on aurait tout à gagner à être un peu plus nuancé en parlant des sciences. Parce qu'il y a certains domaines sur lesquels le sujet est très très fort et très bloqué, d'autres sur lesquels ça a commencé à débloquer avec tout ce qui est sanitaire, santé et compagnie, et d'autres sur lesquels, honnêtement, pour la physique fondamentale que je pratique, je veux bien parler avec tout ce que vous voulez, mais ça, on va pas aller très loin. Donc, je crois que là, on a intérêt à introduire la nuance, hein. On s'arrête là, c'est ça? Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants et notre intervenante. Merci beaucoup pour vos apports et merci beaucoup à vous pour votre contribution aux échanges aujourd'hui et en ligne. On va devoir couper, c'est ça? Merci à ceux et celles qui ont suivi en ligne cet atelier. Et je pense que vous pourrez vous reconnecter, mais j'ai pas de consigne par rapport à ça, cet après-midi. On reprend à 14h.